À l'université, on forme des adultes à distance qui ne viennent pas nous voir, je ne les vois même pas. Et puis, on a des problèmes de persévérance, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent, sont tout seuls, puis c'est un peu difficile. Et là, toute mon expérience et mes connaissances en imagerie est revenue. Et puis là, tout d'un coup, je suis en train de faire une application en formation à distance qui me semble pertinente, là, selon moi-même. Donc, ça, c'est puis quand je travaillais en imagerie, on voulait mesurer la conductance électrodermale parce qu'elle est très sensible, parce qu'elle nous révèle beaucoup de choses sur la personne, même si on ne fait pas du cas par cas. Et on va faire des liens avec l'activation fonctionnelle des régions. Bon, il en a parlé un petit peu, là, c'est la conductance électrodermale, c'est une microsécrétion de la peau. Dans la peau, tu as les glandes sudoripares de transpiration, puis tu as les glandes écrymales qui font une microsécrétion. C'est vraiment, on ne s'en aperçoit pas toujours. Qui est très sensible à beaucoup de choses. Ça, c'est un signal électrodermal. L'axe des X, c'est des quarts de seconde, parce que j'avais 4 mesures par seconde, faites attention, là. Mais ça ressemble beaucoup au signal Bold. Ça m'achalait beaucoup. Au niveau de temporalité, dans le cerveau, c'est très lent comme réaction. Puis le stimuli est vraiment au début, là, au chiffre 1, ça durait 1,5 secondes. Donc, on fait le stimuli, on ne fait plus rien, et tout d'un coup, oups, tranquillement, il y a une réponse qui revient comme on fait en imagerie fonctionnelle. Ça, c'est une donnée réelle, c'est un signal d'une personne. Le signal, il est très beau, hein, contrairement aux ondes cérébrales et tout ça. On a vraiment un beau signal. La conductance électrodermale aussi, j'ai effacé les diapos tout à l'heure, malheureusement, que je n'avais pas le temps de présenter, mais on mesure beaucoup de paramètres sur le signal. On mesure l'amplitude, que j'ai ici, mais on peut mesurer, je dis ça pour un monsieur ici, ça peut être intéressant, on peut mesurer aussi le minimum, parce qu'il y a toujours une décélération. On peut mesurer la demi-récupération, qui est une autre variable. Puis on peut mesurer le niveau moyen, le temps de montée qu'on appelle, le temps de montée entre ici et ici. Ça, c'est tous des paramètres, quand on utilise la conductance électrodermale, qu'il faut aussi analyser. Et c'est très long et ça prend beaucoup de temps à faire ça. Moi, je me suis fait un logiciel pour faire ça parce que ça m'aurait pris des mois et des mois à temps plein. Donc, quand on mesure la conductance électrodermale, on peut prendre le niveau moyen, ce qui semble être ton cas, je crois, mais si tu veux analyser le signal phasique, il faut vraiment commencer à faire l'analyse pointue. Ça, il faut que tu regardes dans la littérature. L'origine de ça, c'est Pavlov, qui s'intéressait à la bave de chien et puis des cloches. Puis, donc, c'est lui le premier qui s'est aperçu qu'il y avait un réflexe d'orientation qui se passait quand on présentait un stimulus. Sokolov, qui est un grand en psychophysiologie, lui, s'est dit que le signal d'orientation survient lorsque le stimulus ne correspond pas à une représentation mentale qu'on a dans notre cortex. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose de nouveau, puis là, on se dit, mon Dieu, je ne sais pas c'est quoi. Tout d'un coup, pouf, il y a un réflexe d'orientation qui nous sert à nous orienter. Soit tourner la tête, dire, mais qu'est-ce que c'est, ou intellectuellement ou émotionnellement, mais à s'orienter vers le stimuli qui ne correspond pas à ce qu'on connaît. Donc, un réflexe d'orientation est produit par la nouveauté, le sens, la surprise, l'anticipation, et il n'y a pas le mot émotion. Okay? Ce n'est pas associé, ce n'est pas une mesure des émotions au sens large là, en psychophysiologie. Les émotions ont été aussi étudiées, mais ce n'est pas une mesure des émotions. C'est un mythe, ça, on en parle souvent que c'est lié aux émotions, mais ce n'est pas lié aux émotions, nécessairement. C'est beaucoup plus la nouveauté. Hollywood ont compris ça. Dans leurs films, ils mettent beaucoup de nouveautés, des effets spéciaux pour créer des réflexes d'orientation. Je ne sais pas s'ils le font consciemment, là, mais un bon film, souvent, c'est que beaucoup d'éléments nouveaux, que ce soit la robe de la femme, le contexte, l'action. Si vous voulez si vous faites du cinéma, vous faire un petit film, là, mettez beaucoup d'éléments nouveaux que les gens ne connaissent pas et vous allez avoir un film intéressant. Un modèle plus récent, c'est le dernier que j'ai trouvé, c'est lié au processus d'information. Donc, lui, il parle de la mémoire à court terme. Ça, j'ai la misère à le comprendre encore, son modèle. Mais il dit que si la recherche de mémoire à court terme échoue, le réflexe est déclenché pour faire une analyse plus en profondeur dans la mémoire à long terme, ce qui nous amène en éducation. Donc, le lien avec l'éducation et l'apprentissage, il est là. Il n'est pas ailleurs pour le moment là, dans la littérature.
il y a eu beaucoup de petites études ici et là qui ont étudié le lien avec l'apprentissage au niveau attentionnel, la consolidation de la mémoire, anticipation des tâches à faire, l'extraction rapide d'informations et les processus perceptuels. Donc, il y a un lien avec l'apprentissage. Le lien n'est pas si fort que ça. Tu sais, ce n'est pas un lien comme en fonctionnel où on voit une activation d'une région, mettons, du langage ou quelque chose comme ça. Il existe un lien, c'est le seul lien qui existe avec le réflexe d'orientation, mais ce n'est pas très fort encore. Donc, il faut faire attention. Moi, je dis, on ne peut pas affirmer encore pleinement des choses. Autre point pour le HEC, beaucoup de gens n'ont pas de réflexe d'orientation. En 1969, on s'est aperçu pour la première fois que 47 des gens dits normaux n'avaient pas de réflexe à des stimuli visuels. OK? Et ça a surpris tout le monde dans la communauté. Une autre étude, par exemple, 25 une tonalité de 1000 Hz à 60 décibels, 25 des gens n'avaient aucune réaction au signal. On s'est mis à étudier des psychopathologies. Chez les schizophréniques, ça se ressemble pas mal, 54 50 ça c'est un estimé, vous avez analysé plusieurs études. Puis chez les personnes à caractère plus antisocial, on s'est aperçu que 13 aussi ne réagissaient pas. Donc, il y a quand même beaucoup de gens, et d'ailleurs, j'ai eu un problème dans mon étude avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on met des gens dans un simulateur puis qu'ils ne réagissent pas du tout, ce qui peut arriver, sauf si tu prends le niveau moyen, là, ça, c'est pas pareil, il y a toujours un niveau moyen, mais si tu commences à analyser le nombre de réponses qu'ils font, l'amplitude des réponses, il y en a qui n'en auront pas du tout. Donc, c'est une variable extrêmement importante, ça va t'arriver dans beaucoup de sujets. Donc, quand je travaillais en imagerie, la question qu'on avait, parce que j'avais des gens, moi, je m'intéresse aux différences individuelles, donc le cas par cas. Donc, je changeais les seuils statistiques d'une personne, 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5. Tu sais, je pouvais sortir la région d'intérêt, puis ça ne marchait pas. Et là, je me disais, merde, comment ça se fait que la région qu'on veut mesurer, la personne a réussi la tâche, il n'y a aucune activation. Donc, on s'est dit, peut-être nos stimuli ne sont pas assez intenses. Tu sais, peut-être qu'en imagerie, vu qu'ils sont contraints, sont enfermés dans un scanner, peut-être que ce qu'on fait en psychologie, on ne peut pas l'appliquer directement. Il faudrait trouver des stimuli plus intenses, parce que quand tu présentes des images, une photo, tu sais, c'est pas très intense, là. Tu sais. Donc, on cherchait un instrument pour stimuler, créer une stimulation beaucoup plus intense et contrôler cette stimulation-là. Donc, d'où est arrivée la surface vibroacoustique, pour toutes sortes de raisons. Petite différence. Et vous allez voir, ça a valu la peine. Donc ça, c'est une surface, il y a des trous dans la table dans lesquels il y a des haut-parleurs dessous pour permettre la vibration. Donc, il y a une personne qui est allongée. Elle a des écouteurs pour la stimulation est aussi auditive. Elle est branchée, moi, je l'ai pris des mesures bilatérales. Donc, on présente des notes de 1,5 secondes, des notes peu sans harmonique. Et donc, c'est bip, et c'est tout. On attend 15 secondes. À tous les 15 secondes, on présente des fréquences différentes ou des notes différentes. Bon, les électrodes se branchent comme ça. C'est très simple, c'est très facile. Puis ça, même ça, c'est des électrodes réutilisables. Là. C'est pas... Donc, c'est une méthodologie très facile à utiliser, qui ne coûte pas cher. Mes groupes, 20 notes différentes. Chaque groupe était composé de 20 notes, toujours les mêmes notes, 1,5 secondes, tous les 15 secondes. J'avais 4 groupes qui se caractérisaient par des intensités différentes. Donc, le groupe 0, 0.0, c'est aucune vibration. Le groupe 0.3, c'est 0.3 mètres par seconde carré, c'est une mesure d'accélération que je mesurais. 0.6 et 0.9. Donc, c'est des groupes qui étaient de plus en plus intenses en termes d'énergie de vibration. Malgré ces 4 groupes-là, la stimulation auditive était toujours constante à 96 décibels au niveau des oreilles. Puis le groupe de 0 mètres par seconde carré était utile parce que ça me permettait de comparer avec des études existantes qui avaient mesuré avec des écouteurs différentes intensités auditives. Et c'est de très mauvaises expériences. Je les ai fait venir 2 fois. Il y a 4 groupes. Bon, il y avait un groupe, pas un groupe, mais une période d'habituation de 20 fois la même note. F1, c'est Fa première octave. Pour les habitués, parce que c'est quand même assez spécial comme effet. Et puis, donc, 4 groupes
4 groupes, c'est ça, 4 groupes, ça fait 24 combinaisons. Le groupe, si on mélange les combinaisons des groupes, et moi, donc j'ai 24 sujets. Ils viennent à la séance B. Même chose, contrebalancement différent par contre, puis les notes ne sont pas contrebalancées, mais je les pigeais au hasard, là, chaque sujet, pour faire une forme de hasardisation. Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est un groupe, 20 notes différentes, et là, on s'aperçoit qu'il y a des réponses, assez fréquentes. Et ce qui est important, c'est que certaines notes, chaque colonne est une note, là, certaines notes ne produisent aucune réponse. Bon, ça peut arriver au hasard des choses, peut-être qu'ils pensaient à quelque chose à ce moment-là, sauf que je vous dis ça entre parenthèses, parce que mon étude n'était pas faite pour ça. Il semble y avoir un effet de note, une spécificité aux notes qui est très intéressante en imagerie, là, en tout cas pour moi. Donc, il y a des gens qui réagissaient à beaucoup de notes, sauf certaines notes pendant toutes les conditions. Donc, il n'y avait jamais de réponse à ces... Donc, il y a un effet de fréquence, parce que le cerveau est un générateur de fréquences, alors... je ne sais pas ce que c'est. Un sujet qui ne réagit pas du tout, aucune réponse. Puis ça, c'est le groupe le plus intense, le point 9. Ça, vraiment, là, ça vibre fort. C'est dur, j'ai la misère à comprendre qu'ils ne réagissent pas physiologiquement. Là, ça me paraît insensé, mais c'est connu comme depuis longtemps. Donc, il y a des gens qui ne réagissent pas. Ça, c'est la session A. Oups, est-ce que j'ai... Bon. Session A. OK, c'est peut-être plus loin que j'ai dit. OK. Bon, là, c'est ici que j'amène mon point de seuil de réactivité. Là, c'est toute la séance complète. Donc, tu as la phase d'habituation au début, jusqu'à 301. Ensuite, tu as 4 groupes différents qui sont écrits en bas. Et le premier groupe, c'est 0.0. Donc, on s'aperçoit qu'il y a eu une petite réactivité au début, qui n'est pas souvent là. Lui, il y en a une. Et tout d'un coup, ça s'arrête. Ça veut dire qu'il ne réagit plus au niveau conductance électrodermale. Ça monte à 0.6, réactivité revient. Ça descend à 0.3, plus rien. Et là, quand le groupe 0.9 embarque, réactivité qui recommence. Moi, je suis encore surpris. C'est comme une switch, hein? Donc, là, tout change tout d'un coup. Là, en recherche, on présente des images, des sons et tout ça, puis on dit « Ah, lui, c'est un hyporéacteur. » Mais ça dépend, là, avec ça. Si j'aurais donné 0.3, j'aurais dit « C'est un hyporéacteur. » Mais là, si je donne 0.6, c'est un réacteur. Alors là, tout d'un coup, toute notre façon de penser est en train de changer. Il faut faire très attention à l'intensité de nos stimuli et on ne peut pas, je pense, utiliser un stimuli si tu n'as pas un pouvoir sur l'intensité pour s'assurer que si tu commences à classer tes gens, ils soient vraiment dans la bonne catégorie. Et je serais porté à croire qu'il n'y a pas d'hyporéacteurs. C'est juste des gens qui réagissent des seuils plus élevés. En tout cas, c'est mon hypothèse, là, mais je ne peux pas le vérifier actuellement. Donc ça, c'est très important que la réactivité soit dépendante d'un seuil. Et si on fait le transfert au niveau du signal Bolt, ça se peut que des régions ne s'activeraient pas suffisamment, en tout cas pour les seuils statistiques, parce que le stimuli n'est pas assez intense. Et si on revient au profil antisocial, qu'on sait qu'ils ont des difficultés d'apprentissage et qu'on sait qu'ils ont peu de réactivité physiologique, ça se peut que c'est des gens que ce n'est pas assez intense pour eux. Si tu crées un environnement d'apprentissage qui est beaucoup plus intense, ils vont embarquer parce que le signal va se mettre à fonctionner. Toutes les fonctions cognitives associées au bienfait du signal d'orientation vont se faire valoir et tout d'un coup, ils vont fonctionner tout à fait normalement. Donc ça, c'est quelque chose que je vous lance là parce que moi, ça me préoccupe beaucoup. Une séance complète d'un hyporéacteur. C'est très important, les hyporéacteurs, parce qu'ils sont vraiment là. Comme il y en a qui ont trouvé 50 % de la population. Puis moi, j'allais vraiment en intensité. Là, c'est la séance A, ça, c'est la séance B, juste de la même personne, juste pour montrer. Vraiment, ils ne réagissent pas du tout à rien. Il n'y a rien à faire. J'ai eu même des problèmes. J'en ai éliminé au début parce que je disais, mon Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais je ne savais pas que c'était à ce point insensible. L'amplitude, donc plus c'est intense, plus l'amplitude est importante. Mais ça, c'est connu quand même. Et autre résultat que je trouve important, c'est que plus c'est intense, plus qu'on a des réponses électrodermales. Et si on prolonge la courbe, vers 1,5, on devrait avoir, vu que j'avais 20 notes, là, ça devrait monter jusqu'à 20. C'est-à-dire à 1,5, à peu près tout le monde devrait réagir. Mais là, je ne pouvais pas aller plus haut que ça, techniquement, là, malheureusement. Fait que là, je vais commencer à réaménager le test là, et j'ai un système plus puissant, donc je vais voir ce que je peux faire là, pour aller plus loin.
pour réussir à tracer un vrai profil de la personne. Donc, c'est ça mon but. Donc, c'est pour dire que le nombre de réponses, et malgré tout ça, il y a des gens qui ne réagissent pas. Donc, les hyporéacteurs, ce sont des gens que, malgré qu'on augmente l'intensité, ne réagiraient pas. Mais moi, je suis porté à croire qu'ils vont se mettre à réagir à un moment donné. J'ai eu 3 sujets qui ont réagi seulement à la condition 0.9. Oui, ça va être assez intense, mais ça ne dure pas longtemps, mais ça saisit un peu. Donc, lui, 3 sujets que j'ai éliminés parce que je me suis dit, mais il en faut au moins 2 conditions qui réagissent. Bon, il a réagi seulement à la fin. Ça y a pris un petit peu de temps parce qu'on s'endort, ça dure 25 minutes, puis ça devient un peu plate. Ce n'est pas un test très moi, tu es couché, tu es allongé, puis à un moment donné, il y en a qui s'endormaient. Donc, il s'est mis à réagir, mais juste à 0.9. Puis ça, c'est sa première séance. Ça, c'est sa deuxième séance. Il ne réagit qu'à 0.9. Okay? Il y a vraiment un seuil de réactivité. Et moi, dans ma tête, il y a un lien avec l'imagerie médicale et ça vous donne un rationnel aussi pour éliminer des sujets. On peut éliminer des sujets parce qu'on n'a pas atteint leur seuil de réactivité. Il y a comme une réflexion additionnelle qu'on peut faire avec ce résultat-là. Donc, voilà. Donc, l'intensité des stimuli est un facteur déterminant dans la réactivité du réflexe d'orientation et peut-être du BALD. Et donc, je postule qu'il y a peut-être un mécanisme similaire au niveau du cerveau et je suggère aussi, par d'autres rationnels, que le cerveau fonctionnerait beaucoup par seuil d'intensité et qui ne serait pas nécessairement égal partout. C'est-à-dire qu'il pourrait être des régions cérébrales qui soient plus sensibles, des régions cérébrales qui seraient beaucoup moins sensibles à la réactivité dans un scanner, par exemple. Donc, le seuil de réactivité est un facteur extrêmement important maintenant à tenir compte dans nos réflexions et dans notre méthodologie en imagerie médicale et en psychophysiologie aussi. Voilà, c'est une petite présentation juste avant le dîner, là. Pas longue.